C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors, comme chez les Atrides, on s'aime et l'on se maudit. En tout cas, on ne s'ennuie jamais au Front National entre la nièce, la tante, le père, les haines familiales, cuites et recuites dans le petit pot de leur univers confiné qu'est le FN depuis des décennies. Cette fois-ci, ce n'est ni l'oncle ni le beau-frère qui se fait la malle, mais plutôt l'intrus, celui qui, dans le fond, n'a jamais collé à l'ADN du parti. Il part donc la tête haute, il l'a expliqué ce matin. On m'a dit que j'étais vice-président, donc à rien. Écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc, bien sûr, je quitte le Front National. Quel gâchis. Moi, ça fait 6 ans, 7 ans que je travaillais. Personne ne remet en cause, n'a jamais remis en cause ma loyauté, ma fidélité, mon travail. Je suis venu pour Marine. Je l'ai dit 100 fois, je suis le seul. Aujourd'hui, j'étais le seul, on va dire, à partir de maintenant, membre du bureau exécutif, l'instance suprême du Front National, à avoir adhéré sous Marine Le Pen. Et puis j'ai vu des choses ces dernières semaines évoluer négativement. Il fallait trouver un prétexte parce que je n'avais plus ma place dans ce nouveau projet. Et je voyais bien que le débat était devenu impossible. Cette semaine, la tempête Trump a aussi décoiffé à l'ONU. À la tribune des Nations Unies, le président américain n'a finalement pas surpris. Égal à lui-même, il a menacé de détruire la Corée du Nord s'il continuait à faire ses essais nucléaires. Quand Emmanuel Macron vantait, lui, la gestion du dialogue en commun des conflits mondiaux. On l'écoute. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Parce que nous avons laissé s'installer que le multilatéralisme était en quelque sorte un sport confortable, un jeu pour diplomates assis, l'instrument des faibles. C'est cela ce qui s'est passé depuis tant et tant d'années. Parce que nous avons laissé croire qu'on était plus crédible et plus fort lorsqu'on agissait de manière unilatérale. C'est faux. Après New York, les regards convergent bien évidemment vers Berlin ce dimanche pour les élections législatives. Au pouvoir depuis 2005, Angela Merkel devrait conserver son poste de chancelière, mais devra-t-elle former une nouvelle coalition avec les libéraux ? Eh bien, on va en parler tout de suite avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir Marion Van Rentergem. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Vanity Fair et vous êtes désormais l'une des grandes spécialistes d'Angela Merkel en France, puisque vous venez de publier aux éditions Les Arènes Angela Merkel, l'OVNI politique. Donc on va parler d'elle bien sûr. En face de vous, Bernard Guetta, qu'on écoute chaque matin sur France Inter. Vous êtes donc éditorialiste et spécialiste de géopolitique, auteur de Dans l'ivresse du pouvoir chez... De l'histoire. Oh pardon. Oui, du pouvoir, mais vous voyez, je suis obsédée par le pouvoir. Pas déjà. Mais j'ai écrit le pouvoir, donc voilà, vous faites bien de corriger, excusez-moi, donc chez Flammarion. Et enfin, Gaël Brustier, vous êtes chercheur en sciences politiques et vous êtes auteur aux éditions du CERF, Le désordre idéologique. Voilà, donc là, l'ai-je bien descendu ? Le désordre règne bien sûr au Front National. Donc bye bye Florian Philippot. Alors est-ce que Marine Le Pen, dans le fond, elle est libérée ou elle est fragilisée par ce départ ? D'abord, l'ADN du Front National est toujours présent. Le roman, en fait, des numéros 2 du Front National, ça tient un peu d'un roman d'Agatha Christie. Tous ont disparu, l'un dans un attentat, l'autre dans un accident de voiture, les autres dans des fâcheries absolument épouvantables avec le leader, Jean-Marie Le Pen. Et au fond, Marine Le Pen a compris une chose, c'est qu'il fallait, comme son père, sacrifier son numéro 2 pour survivre. Oui. Et on s'aperçoit d'une autre chose. C'est une place maudite au FN. C'est une place maudite, mais on voit se profiler le prochain duel, en vérité, qui sera celui entre Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen. Puisqu'en 1998, Jean-Marie Le Pen s'était aperçu d'une chose, c'était que Bruno Maigret ne pouvait pas le détrôner, mais la trahison de sa fille était beaucoup plus grave à ses yeux. Et au fond, c'est un parti clan, le front familial, comme disait Karl Lang quand il l'a quitté. Et il a fort à parier que maintenant, l'issue de cette intrigue va se dérouler dans quelques années. C'est plus entre une la nièce et la haine tante. politique, on va dire, ou une haine d'égo, de personnes Après, il faut resituer. Voilà, est-ce que c'est vraiment politique leur affaire ? C'est pas une question de pouvoir aussi. Il faut resituer dans un contexte plus européen. Ce dont on s'aperçoit en ce moment, quand on regarde bien ce qui se passe en Autriche, par exemple, le FPE est en panne électorale. Il a perdu 10 points dans les intentions de vote depuis quelques mois. Et le Front National est aussi en panne électorale. Donc il y a eu, en 2015, il y a 18 mois, 2 ans,
une déferlante en fait brune sur l'Europe. Des élections régionales ont propulsé le FPE en Autriche très haut. L'AfD a fait son apparition. Wilders a fait du yo-yo dans les sondages, mais n'a pas cessé de sortir de sa boîte. Et au fond, là, on est dans une période tout à fait différente idéologiquement, où on s'aperçoit que ces droites populistes, ces droites radicales, finalement, elles ne peuvent pas prétendre arriver au pouvoir. Et ne pouvant pas prétendre arriver au pouvoir, c'est tout ce qui s'est passé le soir du débat. Ouais. Elle a démontré le soir du débat qu'elle n'était pas capable. Mais derrière, ce qu'elle a révélé, c'est que le Front National dans son ensemble et l'extrême droite n'étaient pas capables de diriger la France ou de diriger le continent. Bernard ? Moi, je voudrais abonder dans le même sens, parce qu'en vérité, dans la plupart, si ce n'est la totalité des pays de l'Union européenne aujourd'hui, ces extrêmes droites sont en crise. Alors évidemment, en Allemagne, l'AfD, l'équivalent, c'est pas tout à fait l'équivalent, mais enfin bon. L'AfD disons, qui pourrait d'ailleurs justement, survivre. va entrer au Bundestag. Va entrer au Bundestag. Oh non. Peut-être pas dans la coalition. Certainement Non. pas Ah dans bon la coalition. Ah non, absolument pas. Non, elle non. sera pas obligée Mais en de- revanche, ouais. non. Impossible. Hors de question. Impossible. Absolument hors de question. Mais en revanche, ils vont rentrer au Bundestag et probablement avec un nombre assez conséquent de députés. Mais malgré ça, à l'intérieur de ce mouvement, il y a des luttes à la fois de personnes et totalement politiques, parce que tous ces mouvements d'extrême droite sont éparpillés entre des courants en vérité très divers. Il y a des courants souverainistes, absolument anti-européens, etc. Ça, on retrouve ça. C'est Philippot en France et d'autres ailleurs. Mais il y a aussi des courants authentiquement fascistes ou néo-nazis, je veux dire la vraie extrême droite idéologique. Et puis vous avez des troisièmes courants qui sont des courants anti-libéraux, la nostalgie de l'État-providence, la nostalgie de la protection sociale. Alors, pendant un temps, ça a marché. La sauce a pris. Et puis, fur et à mesure qu'on avance vers les échéances politiques, vers les élections, etc., eh bien, ça vole en éclats. Et c'est ce qui se passe en Angleterre, avec UKIP, au sein de l'AfD, malgré leur probable succès électoral de dimanche, et évidemment, au sein du Front National. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu une période de montée brune, et il y a une période de recul aujourd'hui. Jean-Marie, on reste 2 secondes effectivement sur. On viendra à l'Allemagne effectivement tout à l'heure, mais on reste sur le Front National. C'est une fragilité pour Marine Le Pen C'est d'abord. Elle se sépare en fait de la ligne perdante de la présidentielle, en tout à cas la cause sur de l'échec, c'est-à-dire au sortie de débat l'euro. raté, au débat qui a fait la preuve, Oui. en effet, que Marine Le Pen n'était pas faite pour être présidente. On le fait porter le chapeau à Florian Philippot, ça c'est incontestable. Alors lui-même, est-ce qu'il aura le destin de Bruno Maigret, c'est-à-dire des numéro 2 qui veulent devenir numéro 1, c'est-à-dire rien du tout? C'est tout à fait possible, encore qu'on voit se profiler une alliance avec Dupont-Aignan, peut-être aussi avec d'autres qui feront une espèce de conglomérat nostalgique. Je ne sais pas vers quoi cela peut déboucher, en tout cas sur une candidature présidentielle de Philippot certainement. Pour Marine Le Pen, il faut se rappeler qu'elle est reniée aux 2 ailes. Elle a perdu l'aile droite traditionnaliste, voire intégriste, Marion Maréchal, qui s'est mise en retrait provisoirement, parce que la présidentielle ne commence qu'à se préparer. Et puis elle perd maintenant Florian Philippot, l'aile entre guillemets sociale. Donc elle est réduite sur son noyau dur. Qu'est-ce que ça va donner comme transformation du Front National? Est-ce que ça va donner le retour à une stratégie frontiste classique ou bien est-ce qu'elle va rester sur son cap qui était d'élargir l'audience du Front National, voire de tendre des passerelles vers la droite et être en mesure de gouverner. Donc c'est ça la seule question qui vaille, c'est celle-là pour le moment. Parce qu'elle est maintenant seule face à elle-même. Quel mouvement stratégique va-t-elle donner à son parti? Alors, Marion, je crois que vous aviez fait une enquête dans Vanity Fair sur le Front National et plus particulièrement, je crois, sur Marion Maréchal Le Pen. Du coup, est-ce que ça libère le retour de Marion Maréchal qui s'était mis un peu en retrait, on va dire, j'ai jamais trop cru à son expatriation en Afrique. Ce que j'aime bien, c'est quand les Blancs vont chez les Noirs, on dit expatriés. Quand les Noirs vont chez les Blancs, on dit migrants. Je sais pas pourquoi. Bon, elle est expatriée. Mais je veux revenir à la
catégorie, l'inventaire que faisait Bernard Guetta sur les différentes catégories d'extrême droite. Et je pense qu'à Florian Philippot s'ajoute une autre. Il est souverainiste, il est antilibéral, il a apporté ça au Front National, mais il a apporté autre chose au Front National. Il l'a entraîné vers l'abîme en inventant cette histoire de sortie de l'euro avec ces monnaies à plusieurs vitesses, toutes ces monnaies là qui sont apparues. Il y avait l'écu, il y avait l'euro. Alors on payait le blé en euros, mais son pain oui, c'était un micmac avec de monnaie, quoi, en gros. Et en fait, c'est vraiment une des choses qui a complètement perdu Marine Le Pen pendant ce débat. Et c'est une idée qu'il était assez seul à partager. Et d'ailleurs, je ne vois pas très bien avec qui il va se retrouver là-dessus, Florian Philippot. Avec Dupont-Aignan. Mais cela dit, la situation actuelle réouvre un passage supplémentaire pour le populisme récupéré par l'extrême gauche. Et le sens de la formule de Jean-Luc Mélenchon n'a pas manqué au rendez-vous, puisqu'il a dit « tous ceux qui sont fâchés mais pas fachos, venez avec moi ». Et donc, il va essayer d'élargir un petit peu plus son audience, parce que le populisme en tant que tel va subsister et va probablement continuer de se développer. On va passer à Macron, qui était donc en début de semaine, qui a fait ses premiers pas à l'ONU. Et on l'a vu, tout l'oppose bien évidemment à Donald Trump sur le climat, sur l'accord iranien. Les deux ont une vision diamétralement opposée, c'est clair, du monde. L'un est pour le nationalisme, on vient de parler du populisme, du nationalisme, la fermeture, on va dire, et l'autre plaide pour le multilatéralisme, donc Macron. Voilà, c'est vraiment ces deux visions qui se sont opposées. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on retienne, au fond, que la virulence de Trump et non pas le discours de Macron ? Écoutez, non, je ne crois pas, parce que je crois que, un peu comme Madame Le Pen au débat du deuxième tour, Trump s'est considérablement ridiculisé dans ce discours à l'ONU. Parce qu'en fait, il dit je ne me satisfais pas du compromis nucléaire avec l'Iran. Bon, très bien, Monsieur le Président. D'ailleurs, beaucoup de choses sont à dire sur ce compromis. C'est vrai, c'est absolument vrai. Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites alors là ? Silence radio. La Corée du Nord, je vais l'anéantir, etc., etc. Mais qu'est-ce que vous faites ? Alors, c'est pas silence radio. Il a annoncé, il est en train de le faire, de nouvelles sanctions économiques contre la Corée du Nord. C'est pas ça qui va changer la donne fondamentalement. Et cet homme n'apparaît absolument pas comme un homme de solution. Il apparaît comme un imprécateur. Parfois à juste titre. Parfois à juste titre. Mais comme un imprécateur, simplement. Quand il invoque Dieu, quand il y a des catastrophes naturelles, par exemple, et pas le changement climatique. Non, c'est pas ce à quoi je pensais. Mais quand il décrit le rôle complètement déstabilisateur de l'Iran au Proche-Orient, oui, il a raison. Absolument qu'il a raison. Simplement, il n'a pas raison sur les conséquences qu'il en tire. Alors, en face de cela, eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant avant-hier à la tribune de l'ONU, c'est que le président français, Emmanuel Macron, est apparu comme le seul homme, mais véritablement comme le seul homme pouvant aujourd'hui, je ne dis pas demain, mais pouvant aujourd'hui incarner une alternative à Trump. Parce que c'est pas Poutine, c'est pas le Chinois, c'est pas Madame Merkel, bizarrement. C'est pas Madame Merkel, bizarrement, parce que l'Allemagne n'est pas encore... Ça viendra assez vite, mais n'a pas encore repassé la vitesse de l'engagement réel de l'Allemagne sur la scène internationale. Donc, reste le président assez combatif d'un pays qui a des armées qui interviennent sur beaucoup de fronts et beaucoup de fronts importants, au minimum le Proche-Orient contre Daesh et évidemment le Sahel. Et voilà, on a vu quelque chose qui rappelait la période gaulliste. C'est-à-dire les États-Unis, la France. Simplement, dans la période gaulliste, il y avait fondamentalement les États-Unis, l'Union soviétique, et là, c'est plus le cas. Moi, je nuancerais quand même d'abord sur Trump, on n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu parce qu'à chaque prise de parole, on prend un nouveau choc sur le coin de la figure. Et c'est assez, en effet, alors on peut considérer ça comme désopilant, mais chaque pas est un pas supplémentaire dans la dangerosité. Parce qu'il introduit à chaque fois un peu plus de dangerosité, à la fois dans son discours et donc dans la planète telle qu'elle tourne. À la fois isolationniste, tendance belliciste et protectionniste. Mais c'est ce qu'il avait annoncé pendant sa campagne électorale. L'alternative ou la chance, c'est pas la France seule
avec ses petits bras ni la forte voix d'Emmanuel Macron. C'est là qu'intervient l'enjeu européen. Et c'est là qu'intervient l'enjeu franco-allemand à travers ce qui va se passer après les élections allemandes. Et c'est là que ça devient décisif, parce que si on arrive à entraîner, en effet, si l'Europe prend ce chemin-là, retour vers l'idée d'une Europe puissance, puisque c'est maintenant réaffirmé, là, les choses peuvent se jouer. Et là, la France, en effet, l'Europe, mais à travers l'Europe, pas la France de Gaulle, pas la France, je sors de l'OTAN, ni quoi que ce soit, c'est l'inverse de Gaulle. De Gaulle sortait des institutions internationales ou de l'OTAN, etc., parlait du machin de l'ONU. Emmanuel Macron, au contraire, reprend tous les fondamentaux du multilatéralisme pour faire que l'Europe soit le porte-parole de ce nouveau multilatéralisme. Je suis absolument d'accord avec Jean-Marie, bien évidemment, mais je vais ajouter un petit point néanmoins. C'est que Macron veut refonder l'Europe, en faire une puissance politique, un acteur de la scène internationale, etc. Ça, c'est absolument évident, mais il voudrait que cela se fasse sur la base de propositions françaises. Et ce n'est pas neutre. Il va prononcer dans les 10 jours qui viennent, après les élections allemandes, un discours sur ses idées de refondation européenne, et il veut que les 27 partenaires, les 26 partenaires de la France, voilà, c'est comme ça qu'il résonne, les 26 partenaires de la France discutent des propositions française. Oui. Marion, Emmanuel Macron, donc, cette influence française qu'il avait d'ailleurs théorisée dans Le Point lors de son interview en disant qu'il faut que la France redevienne non pas, comme l'avait dit Valéry Giscard d'Estaing, une puissance moyenne, mais une puissance tout court, c'est-à-dire une France qui veut redevenir un peu ce qu'elle a été, un peu prétentieuse, mais pas au mauvais sens du terme. Est-ce que plutôt cette influence-là, il l'aura bien évidemment plus sur la scène européenne avec Angela Merkel? En tout cas, je pense que Angela Merkel doit être absolument rassurée et très soulagée du discours, de la force du discours d'Emmanuel Macron face à Emmanuel Trump, face à Donald Trump. Dans la mesure où, comme le rappelait Bernard, l'Allemagne n'est pas une puissance militaire et ne souhaite pas encore l'être. Elle y vient petit à petit. Elle augmente petit à petit son budget de la défense à des proportions qui ne satisfont pas le président Trump. Elle est en train de rompre avec son pacifisme. Petit à petit, elle se normalise, donc c'est un très très long cheminement depuis l'après-guerre, mais elle n'en a pas les moyens, elle n'en a pas la volonté non plus, elle n'a pas la volonté de s'imposer militairement sur la scène internationale. En revanche, moi je me souviens très bien qu'Angela Merkel, au moment de l'élection de Donald Trump, était la seule dirigeante européenne à faire un communiqué vraiment fort pour rappeler les valeurs occidentales et démocratiques. J'étais pas très fière de celui de notre président français, François Hollande, qui était un peu timoré, qui félicitait l'élection le nouveau président américain. Et Merkel était vraiment la seule à faire un discours en mettant Donald Trump face à ses responsabilités, en disant nous avons besoin de valeurs communes, de démocratie, de respect de la dignité humaine, etc. Elle l'a répété d'ailleurs après un mini-sommet de l'OTAN, quand lui était obsédé par les excédents commerciaux allemands et ne voyait qu'une petite guéguerre. Donc je pense qu'elle n'a pas les moyens militaires de s'affirmer, mais en revanche, elle a une force morale et elle est extrêmement soulagée de voir qu'Emmanuel Macron, qui est lui à la tête d'une puissance nucléaire, ce qu'elle n'est pas, a les mots pour l'appuyer et former en effet une force politique européenne dans le futur. Et il faut rappeler qu'à ce moment-là, juste un mot, il faut rappeler juste qu'à ce moment-là, au moment notamment du sommet de l'OTAN, qui s'est déroulé à Bruxelles, où il y a eu cette friction entre l'Allemagne et les États-Unis, les dirigeants allemands, la presse allemande a parlé de trahison en parlant de Donald Trump. C'est pas un mot faible, trahison. Alors, donc les conséquences politiques vont se dérouler maintenant. Gaël Brustier, on dit souvent en Europe que la social-démocratie est en panne, mais le populisme a des ratés. Oui. On le voit, on est en train de le voir d'ailleurs avec Donald Trump, on le voit aussi avec le Brexit. C'est pas une formule qui marche, le populisme. Déjà, d'une certaine manière, Macron est un peu un populiste dans un certain sens du terme, dans la mesure où il a toujours un souci permanent d'apostropher les sociétés. Et ce qui est très intéressant avec Macron à l'ONU, c'est que c'est vraiment un des premiers chefs d'État de l'ère de la mondialisation, c'est-à-dire d'un monde où les interdépendances se sont resserrées et où il n'est plus seulement là pour aller négocier ou pour aller parler aux autres chefs d'État, mais il va dans un forum apostropher les opinions publiques. Et il y a un jeu subtil. Quelques pays l'ont expérimenté, beaucoup les pays en fait du Sud, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup, ils avaient intégré eux-mêmes la relativité de leur pouvoir, et donc les chefs d'État avaient un jeu
toujours d'apostrophes à l'égard des opinions publiques de leur continent, etc. Oui. En Europe, je trouve que c'est vraiment, moi, à mon sens, je peux me tromper, mais je trouve que c'est vraiment le premier chef d'État de la mondialisation qui a complètement intégré tous les schémas de la mondialisation, l'espèce de forum, les enjeux internationaux, environnementaux, etc. Alors après, sur le grand désordre idéologique, effectivement, qui règne en Europe. C'est le titre de votre livre. Tant la social-démocratie qu'aujourd'hui les droites populistes sont en crise. Bon, dans le monde germanique, on voit que les unions chrétiennes sociales semblent très bien parties pour d'ici un mois à la fois diriger l'Allemagne et diriger l'Autriche. Mais aucune des grandes familles idéologiques de notre continent n'est épargnée par la crise. Toutes sont touchées à des degrés divers. C'est vrai que la social-démocratie souffre beaucoup plus que les droites conservatrices au pouvoir. J'aimerais bien poser une question à Marion là-dessus, pour suivre la question de Gaël. Pourquoi le SPD aujourd'hui est si faible ? Parce qu'on n'attend pas le SPD dans une confrontation générale à un niveau autour de 20%. Ce serait un score historiquement bas. Qu'est-ce qui explique ce décrochage de la social-démocratie allemande par rapport à l'opinion allemande ? Parce qu'Angela Merkel est une cannibale. Elle a réussi de manière extrêmement machiavélique à cannibaliser, à anéantir ses adversaires sociodémocrates en faisant d'eux des partenaires à la tête par deux fois d'une grande coalition. Et finalement, elle a réussi ce tour de force d'absorber, de prendre à son compte les réformes qu'il pouvait apporter, notamment sur le minimum social, où elle a été magistrale. C'était vraiment un coup de génie machiavélique lors de la loi sur le mariage pour tous. C'est-à-dire qu'elle les réformes, elle les prend à son compte quand elles sont reçues positivement par le peuple. Elles peuvent toujours dire que c'est des inventions social-démocrates quand ça ne lui plaît pas. Le mariage pour tous, c'était absolument génial. C'est une idée social-démocrate, c'est une sorte d'emblème du parti SPD. Elle le met à l'agenda, elle leur coupe l'herbe sous le pied, elle le fait voter. Et en même temps, elle fait dire qu'elle vote contre pour se mettre bien avec la CDU. Donc c'est vraiment un coup de maître. Bernard. Et en plus du cannibalisme dont Marion parle à très juste titre, le SPD s'est véritablement tiré dans le pied, mais spectaculairement, 2 fois de suite. Premièrement, il y a eu les réformes économiques de Gerhard Schröder. Alors, excellente, très bien, parfait. Mais simplement avec des conséquences sociales qui n'ont pas du tout été appréciés dans l'électorat du SPD, dans l'électorat de la social-démocratie. Et là-dessus, qu'est-ce qu'ils se font ? Ils se mettent en coalition avec Mme Merkel. Et ils n'existent plus. C'est-à-dire que le dernier souvenir dans l'opinion allemande de la social-démocratie, c'est les réformes libérales, assez dures, assez spectaculaires, très profondes en tout cas, dictées par Gerhard Schröder. Et puis, depuis, rien. Silence radio. En coalition, ils ont établi le salaire minimum, qui est quand même ce qu'on appelle traditionnellement une conquête sociale. Mais oui, mais Mario vient de nous le rappeler. Mais c'est vrai que le paradoxe, c'est que le SPD a fait les réformes de droite et Merkel, finalement, prend à son compte les réformes de gauche. Exactement. Donc dimanche, les Allemands vont élire leurs députés au Bundestag. Donc Merkel va sortir, bien évidemment, sûrement gagnante de ce scrutin. Mais est-ce qu'elle sera contrainte, Marion, de s'allier avec les libéraux ? En tout cas, là, c'est un peu trop tôt pour le dire. Ça dépendra de ses scores. C'est pas forcément elle qui choisit, d'ailleurs, ni nous, parce que les Français aimeraient bien que ce ne soit pas avec les libéraux. Le Parti libéral est devenu un parti, c'est extrêmement rigidifié depuis la crise grecque. Ils n'ont envie de prêter de l'argent à personne en Europe et ils sont devenus très anti-européens, alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Donc c'est pas bon pour Macron. C'est pas bon pour Macron, c'est pas bon pour Merkel non plus. Je pense que le FDP serait le parti le plus difficile avec elle en coalition. Elle rêverait d'une nouvelle grande coalition avec le SPD, parce que c'est la grande artiste du centre. Elle est parfaite comme ça, comme un grand pivot d'un très très grand centre entre la CDU et le SPD. Les Français seraient ravis aussi. Maintenant, c'est les scores de la CDU qui pourront dire si elle a le choix de ses coalitions. Oui, donc tout à l'heure, c'est que le SPD ne veut pas. Et voilà, parce que tout à l'heure, Bernard, vous parlez d'une coalition avec le FDP. Il ne peut pas créer une situation de blocage non plus. Vous me disiez impossible qu'elle prenne l'extrême droite. Ah non, ça c'est c'est impossible. Non, d'accord. Non. Il y a 2 partis avec lesquels elle ne gouvernera jamais, c'est les Die Linke et le Pasteur. D'accord. Donc le leader de FDP, qui est un jeune de 38 ans, assez charismatique, Christian Lindner, c'est ça ? Il y a une ambivalence, une ambiguïté toujours dans le courant libéral germanique, en fait. Depuis les origines, le FDP comme le FPE sont tiraillés entre 2 tendances, une tendance ouvertement libérale,
moderne, qui plaît en fait à l'étranger, et puis une autre qui est beaucoup plus nationaliste, qui est beaucoup plus ambiguë sur certains rapports à l'histoire, et le FDP comme le FPE ont été confrontés tout au long de leur histoire à ces tendances divergentes et contradictoires. Le FPE l'a traité dans un sens qu'on connaît, puisqu'il est devenu carrément d'extrême droite. Le FDP, jusqu'ici, c'était un modèle de parti libéral en Europe, mais depuis quelques années, depuis la crise en fait, radicalisé. On s'aperçoit qu'ils sont géopolitiquement beaucoup plus enclins à songer à des unions sur l'espace danubien et en direction de la Russie, et à modifier leur géopolitique. Et puis vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis d'un certain nombre vis-à-vis du sud de l'Europe, à adopter une position beaucoup plus nationaliste que celle. Donc on les classe quoi, dans l'extrême droite? Non. Ce sont des libéraux germaniques, donc ça, c'est assez compliqué à expliquer. C'est une droite dure, un peu nationaliste, assez nationaliste. C'est très ambigu. Une extrême droite, non. Et vous savez, les libéraux allemands, en fait, c'est assez simple. Aux dernières élections allemandes, ils passent sous la barre des 5%. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun député au Bundestag. C'est une catastrophe dans l'histoire de ce parti. Voilà, c'est une première. Catastrophe, on réfléchit, des jeunes Turcs prennent le pouvoir et se disent comment revenir sur le devant de la scène. Eh bien, c'est très simple, comment revenir sur le devant de la scène. Un peu d'anti-islamisme, un peu d'anti-Europe, beaucoup d'anti-gauche, les yeux doux à M. Poutine, parce qu'après tout, notre territoire naturel est à l'Est, c'est français, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. Eh bien, ils ont raflé des voix qui auraient pu aller à l'extrême droite, ou en tous les cas, qui cherchaient une boutique convenable pour exprimer des sentiments d'extrême droite, et ils ont remonté, bien en tout cas dans les sondages. Ah ouais. Alors on va voir ce que ça va donner dimanche soir, mais il devrait, Marion, être autour de 8-9%, Oui. c'est ce qu'on dit? Voilà. Oui, c'est ça, autour de 8-9%. En revanche, ce qui est vrai, Alors, c'est on va voir. que le parti d'extrême droite risque d'être la troisième force politique. Devant le SPD? Et devant les Verts. Non, après le SPD. Après le SPD. le c'est troisième. Devant les Verts. Absolument. Les Voilà. écolos aussi. Devant les Verts. Qui disparus Devant des les paysans. Ce qui Alors, serait quand même un peu un tsunami dans l'histoire allemande. Ça sera un choc, bien sûr. Dans votre livre, donc dans l'OVNI politique sur Merkel, vous expliquez beaucoup de choses. Nous avons fait un entretien d'ailleurs sur France 24, donc je vous renvoie d'ailleurs à cet entretien passionnant, magistral que nous avons fait ensemble. Enfin, surtout vous. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Je vous avais posé cette question effectivement sur pourquoi elle dure, Mouti. Pourquoi elle est encore, elle a connu quasiment tous les présidents, mais enfin de sa génération. Ouais, En grande mais partie pour des raisons extérieures à elle, c'est-à-dire pour des raisons internationales, par le désordre du monde la sert, parce qu'elle incarne une forme de stabilité, de caractère, elle est totalement inchangeante et inchangée, donc elle est rassurante, et pour des raisons internes, c'est-à-dire que l'Allemagne va bien, mais elle n'y est pas pour grand-chose, elle a bénéficié des réformes de son prédécesseur. C'est une excellente gestionnaire, et à cette qualité de gestion, tout à fait, donc ça vient de son arrière-fond scientifique, prudent, mathématique, logique, etc. Elle ajoute ce fond de valeur qui, là encore, vient de son éducation, de sa formation, de son enfance, et de cette espèce de force de caractère qui fait que, dans des moments difficiles, elle est la personne vers qui on se tourne, elle s'impose comme une sorte d'encre. Mais c'est aussi que les Allemands acceptent... Il y a aussi une question de tempérament politique, parce que le tempérament d'Angela Merkel, qui est fait de lenteur, de prudence, je pose un pas, puis après l'autre, j'en fais un ou deux en arrière. C'est beaucoup ce qu'on a reproché à François Hollande. Et on disait, il n'est pas fait pour le job, parce qu'il agissait très rigoureusement, un peu à la manière d'Angela Merkel. Ça convient au tempérament allemand. Et la France, qui est toujours dans l'attente d'un spasme, d'une révolution, on change tout, mais Merkel ne sera jamais élu en France. Évidemment, le décalage est éclatant. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut prendre. Et il y a aussi la culture démocratique de l'ancienne République fédérale, aujourd'hui devenue l'Allemagne tout entière, est une culture démocratique qui est très profonde et qui est celle du compromis, du compromis qu'on recherche en permanence. Vous parlez de compromis en France, on vous dit consensus mou, de quoi parlez-vous Exactement, absolument. Donc. Mais les Allemands ont aussi une conception du pouvoir
qui s'emboîte avec ce qu'est Merkel. Ça va dans les deux sens. Mais Jean-Marie vient de vous le dire. Oui. L'Allemagne aujourd'hui, depuis l'après-guerre évidemment, est fondée sur l'esprit de compromis. D'abord, le compromis social. Oui. C'est absolument fondamental. Oui, mais ça, la limite, on gouverne les entreprises, on gouverne l'économie, etc. Et le syndicat est responsable. Voilà, en discussion permanente entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés d'ouvriers concrètement. Et je dirais que cet esprit de compromis social a totalement contaminé aujourd'hui la scène politique ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne conçoit pas en Allemagne la gestion du pays en dehors d'un esprit de compromis, et non seulement d'un esprit de compromis, mais de compromis réel, parce que n'oublions pas qu'en Allemagne, quand il y a la formation d'une grande coalition, on négocie, et ça peut durer près de 2 mois, je crois, la dernière fois, près de 2 mois la dernière fois, on négocie le programme de la coalition. C'est-à-dire que chaque parti dit, chaque partie prenante à la coalition dit je ferai ci, je ferai ça, etc., etc. Et chaque point est négocié, chaque point fait l'objet d'un compromis. Et après, c'est comme un contrat entre deux entreprises, on s'y tient au mot et à la virgule près. Et c'est comme ça qu'elle a complètement piégé le SPD. Ouais. Gaël, un dernier mot et puis je crois qu'elle a doté l'Allemagne d'un projet, en fait, d'un projet national. Elle l'a fait avec des institutions qui fonctionnent très bien entre le gouvernement et le Parlement. Elle l'a fait avec aussi, beaucoup de contre-pouvoirs, parce qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut aussi. Oui, mais elle a noué aussi toutes les alliances avec les secteurs de la société allemande, selon les thèmes, l'industrie, etc. Une vision géopolitique relativement stable. Donc c'est une femme politique de grande envergure, quoi. C'est ce qu'on n'arrive pas à avoir en France. Il n'y a pas de projet perceptible par l'ensemble de la nation française, alors que l'Allemagne perçoit quand même où elle va à 10 ou 15 ans en avant. Donc il faut lire le livre de Marion. On se retrouve dans un instant, vous restez avec nous. On regarde la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Bonjour Véronique. Bonjour. Ravi de vous voir. Donc le Front National, on l'a dit, on a commencé avec ça, du rififi chez les Le Pen. Et cette fois, c'est pas un Le Pen qui claque la porte, mais c'est Florian Philippot. Et ça fait parler bien évidemment les réseaux. Bien évidemment, vous imaginez que depuis cette annonce ce matin, les réseaux sociaux se sont enflammés. Et pour vous donner une idée des volumes, on a regardé l'évolution depuis ces 7 derniers jours de la visibilité sur les réseaux sociaux de M. Philippot, du Front National et de Mme Le Pen. Et en fait, si vous regardez bien, au début de semaine, comme toujours, ces 3 noms sont souvent mêlés, les uns passent au-dessus des autres, mais globalement, on a une visibilité un peu commune. Sauf que depuis ce matin, comment vous dire, M. Philippot leur a volé la vedette. C'est de lui dont on parle le plus, suivi du Front National, et Marine Le Pen, on en parle très peu, ce qui est quand même intéressant en soi, parce que ça veut dire que c'est bien M. Philippot qui est le sujet. On s'interroge sur son avenir, on s'interroge sur ses motivations, on s'interroge sur ses ambitions. Et finalement, le sujet de cette séparation avec Mme Le Pen, donc la citation de Mme Le Pen elle-même, n'est pas si important que ça. C'est bien lui qui intéresse. Finalement, il a gagné son affaire. Il a gagné son affaire. Peut-être pas son avenir, mais en tout cas... En tout cas, le coup était réussi, d'autant plus réussi que, vous savez, le Front National a un canal de communication favori qui sont les réseaux sociaux et en particulier Twitter. Et donc, évidemment, les leaders politiques du Front National se sont exprimés. Et pour ne pas parler de M. Philippot, en fait, ils ont parlé de lui sans dire son nom, c'était plus simple. Je vous laisse regarder et apprécier les 2 tweets les plus saillants que M. Louis Alliot a sortis. Donc le premier, le FN va enfin connaître l'apaisement face à un extrémisme sectaire, arrogant et vaniteux qui tentait de museler notre liberté de débattre. Donc le nom n'est pas évoqué, on ne sait pas du tout de qui il parle. Et derrière, il y a eu un autre tweet, très léger aussi. Ça illustre la violence du, entre guillemets, débat, mais au sein du Front National. Ça donne une idée du ton. Et derrière, on a eu un autre petit tweet de M. Alliot. Fait divers dans le PAF, gonflé à l'hélium médiatique, une montgolfière se crache. Donc, ça donne définitivement le ton. Il s'aime bien. Il s'aime bien. Ça montre aussi que Twitter est utilisé pour passer des messages où les journalistes n'auraient sans doute pas relayé ce type de formulation. En tout cas, aurait demandé à aller un peu plus loin. C'est aussi un lieu d'expression pour les autres leaders proches du Front National, par exemple
exemple, M. Ménard lui a tweeté, beaucoup plus sobre, hein, il était temps. Simplement. Voilà, reste maintenant à changer de ligne. Et puis, c'est aussi un canal pour s'exprimer, Twitter, pour les leaders qui s'en vont. Donc là, c'était un tweet de Sophie Montel, ou plus exactement un retweet de Mme Montel, qui a fait son annonce officiellement dans les médias traditionnels, donc sur RTL, mais qui a bien retweeté pour que tout le monde soit bien au courant de l'affaire. Voilà, et il n'y a pas qu'en France, visiblement, qu'on en parle aussi. Alors, on n'en a pas parlé qu'en France. Ça a passé les frontières. Ce qui est étonnant, parce qu'en fait, au moment de l'annonce, donc on a fait une carte de l'ensemble des expressions sur les réseaux sociaux, pas que sur Twitter, et on s'aperçoit que c'est un peu partout dans le monde, et plus exactement, c'est plus en France, mais aussi... Vous voyez, un peu partout, et c'est intéressant. Alors évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes volumes. Cette carte, elle a été faite en début d'après-midi. Ça veut dire que c'est un sujet tellement important, le Front National, et cette angoisse que le Front National soit un parti qui monte en France, que même à l'étranger, aux États-Unis, les gens se sont intéressés à un micro-événement quand même, micro-français. Donc ça veut dire que voilà, c'est un sujet de préoccupation fort. Alors, oui, d'accord, oui. Donc évidemment, c'est beaucoup plus en France, hein, mais mais c'est intéressant parce que vous pouvez prendre n'importe quel autre sujet. Il n'y a pas l'ensemble du monde ne tweete pas autour de la politique française en temps normal. Donc c'est quand même révélateur d'une angoisse que nous suscitons chez nos amis étrangers sur cette montée du Front National. Et puis après, si on regarde qui a gagné, ben oui. Voilà, parce que donc je vous ai dit, il y avait une bataille de visibilité. Ouais. Après, on a un sujet de finalement négatif, positif, neutre. Ouais. Alors, avec toutes les réserves nécessaires, parce que quand on parle négatif, positif, neutre sur un tel volume, forcément, c'est de l'automatique. Donc, voilà, c'est pas hyper fiable au point près, c'est pas un sondage. Ceci dit, c'est quand même très révélateur de voir que Florent Philippot, il a quand même 15% des messages qui sont positifs. Alors, parfois positifs contre le Front National, mais positifs. Vous avez le Front National qui est aussi le grand perdant dans cette histoire, parce que 52% des messages sur le Front National étaient plutôt négatifs. Et en fait, ils étaient négatifs. Pourquoi ? C'est qu'ils disent, voilà, c'est un parti qui ne sait pas tenir, qui n'a pas d'avenir, qui est en perdition. Bref, beaucoup de messages qui s'interrogent sur l'avenir du Front National avec ce départ, normal, mais voilà, il fallait le noter. Puis, Madame Le Pen, des messages plutôt neutres. Et là encore, c'est étonnant, alors qu'on devrait plutôt parler d'elle, qu'on devrait plutôt s'interroger sur la ligne qu'elle va donner. Ce n'est pas tellement la question que se posent les internautes aujourd'hui. Emmanuel Macron, on en parle un peu ? Quand même. On en parle tout le temps. Tout comme on parle beaucoup de Mme Merkel, ce n'était pas le sujet sur lequel j'avais travaillé, mais c'est un vrai sujet sur les réseaux sociaux. Oui. Alors cette semaine, Emmanuel Macron, on en a parlé évidemment autour de l'ONU, de sa présence à l'ONU. Première séance pour lui, tout comme pour le président Trump. Et là, ce sont les messages pendant une semaine autour de cette intervention, les messages sur le web français, parce qu'il y a eu des messages partout dans le monde. Et on a pris les émojis, parce que finalement, ça reste toujours, vous le savez, le plus simple pour regarder instantanément ce que les gens disent. Eh bien, on voit bien les deux drapeaux français. Donc, pour la France, le débat de l'ONU, en fait, c'est un débat entre la France et les États-Unis. C'est un rapport de force entre les deux. Ils sont quand même pas mal dubitatifs. Et c'est pas sur le président Macron, c'est sur le président Trump. Que va-t-il faire cet homme ? Qui est-il ? Et puis, on voit bien des points d'alerte et il faut avancer. Et globalement, ils ont quand même confiance dans le fait que le président Macron sera plus brillant que le président Trump durant cet exercice. Merci beaucoup, Véronique. Donc merci à tous. Je rappelle le titre de vos livres respectifs. On sera Angela Merkel, Marion Van Rentergem, l'OVNI politique aux éditions Les Arènes, Bernard Guetta, donc Dans l'ivresse de l'histoire chez Flammarion, et Le désordre idéologique aux éditions du Cerf. Merci à tous et à très vite et bonne lecture.